Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Alors aujourd'hui, Romain et moi sommes très heureux de vous présenter Olivier Davier, qui est psychologue au sein de l'association Le Caméléon à Grenoble. On est à Grenoble tous ensemble. Et tu es aussi un artiste, est-ce qu'on peut dire musicien, acteur, auteur, un peu tout ça, peut-être même beaucoup plus. Tu vas nous raconter. Et on voulait te remercier pour ce temps qu'on va passer ensemble, qui nous réjouit. Pour ma part, je t'ai rencontré au sein de l'école des psychologues praticiens grâce à l'une de mes enseignantes que j'avais envie aussi de remercier, Anne-Laure, parce que sans elle, cette rencontre n'aurait pas lieu. Et j'ai été très touchée par ton engagement dans l'association auprès des personnes exilées qui sont en situation de souffrance psychologique, quel que soit leur statut, leur pays d'origine, leur appartenance, leur raison, la raison pour laquelle elles sont exilées. En tout cas, tu accompagnes hommes, femmes, enfants, je crois. Et j'ai pas envie de trop en dire parce que dans mon souvenir, tu fais attention aux mots. En tout cas, il y a je me souviens vraiment de la précision de tes mots qui sont à la fois, je dirais, délicats quand il le faut et incisifs quand il le faut aussi. Et donc, on a plutôt envie que ce soit toi qui nous raconte tout ça. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus dans ma mini intro. Et puis, on peut y aller ensemble. Qui es-tu, Olivier ? Alors, c'est une question vraiment difficile. Je sais pas par quel bout prendre les choses. Peut-être que ce qui m'attire le plus, ce qui m'a fondé, c'est le voyage, en effet, et la rencontre d'autres différents, d'autres bizarres potentiels, et du fonctionnement de nos esprits réciproques, et de notre manière d'être ensemble, de nos organisations, de nos vies, de nos familles, de nos vies sociales, quoi. Je crois qu'initialement, alors moi je suis passé par quelque chose avec lequel j'ai un rapport assez ambigu aujourd'hui, qui est le scoutisme. Qui m'a permis de rencontrer plein de gens assez jeunes de différents pays, parce que rapidement on a été amené à faire des croisements dès l'adolescence, en fait. C'est ce que je raconte un peu dans un des spectacles, et de devenir ami avec des gens qui étaient lointains dans leur représentation du monde, dans leur pays, éventuellement dans leur langue, etc. Ce qui allait pas de soi, en fait, pour moi. Mais qui est devenu une évidence finalement. Et petit à petit, dans la désillusion dans laquelle je suis rentré du monde, par désillusion par rapport à ce que je m'étais imaginé, ce que j'avais l'impression qu'on m'avait vendu pendant mon enfance, et ben ça c'est resté, cette idée que il y avait a priori les ingrédients pour que ça fonctionne, quoi, qu'on puisse fonctionner ensemble, quel que soit l'endroit finalement, quelles que soient les raisons, que ça allait pas forcément être un chemin facile, mais qu'on allait pouvoir trouver, quoi. J'ai apprécié assez en approchant de l'âge adulte d'être en lien avec dans des métiers du lien, dans des métiers de l'accompagnement. Mes deux parents sont éducateurs, donc on était j'ai baigné dans le milieu du handicap et de l'accompagnement d'autres différents tout petits. Je voulais faire éducateur aussi, et en attendant d'être éducateur, parce qu'à l'époque on ne pouvait devenir éducateur, rentrer en école que en ayant acquis une certaine maturité qu'on n'était pas censé avoir et que je n'avais pas à 18 ans. Donc je suis allé faire un petit tour sur les bancs de la fac de psycho.
il y a quelque chose en moi qui m'attirait de ce côté-là, mais je savais pas trop quoi. Et là, ça a été le choc de se retrouver dans des amphithéâtres à 900 personnes avec un enseignant qui nous expliquait des choses sur le fonctionnement de l'esprit et le fonctionnement de la société. J'ai trouvé ça complètement fascinant. J'ai appris que le toxicomane était le meilleur client du capitalisme, par exemple, à ce moment-là, ce qui m'a un peu retourné. J'ai appris que l'identification aux autres faisait qu'on allait apporter ou pas de l'intérêt à leur sort, etc. La psychologie sociale, la psychologie clinique, le cognitif et tout ça. Et puis la bibliothèque, l'énorme bibliothèque universitaire, tout ce savoir accumulé, cette possibilité d'y avoir accès en allant chercher un petit livre. J'ai l'impression d'être une fourmi au milieu de la bibliothèque d'Alexandrie, quoi, avec des parchemins, etc. Enfin, c'était des conférences, des rencontres, des étudiants étrangers, tout un monde qui s'ouvrait. J'ai grandi à Annecy, qui est pas une micro-ville, mais qui est une beaucoup plus petite ville que la plupart des villes étudiantes. Et donc Grenoble a été hyper révélateur de plein de choses comme ça. Pour moi, j'ai finalement décidé de rester dans ces études de psychologie, sans vraiment savoir si je voulais devenir psychologue. Je trouvais ça trop. Je me représentais un métier un peu passif. Un métier où on attendait, on faisait et on était assis sur une chaise et on regardait. On est en quelle année là ? Je suis entré en fac en 96. Voilà. En thérapie, la série n'existait pas encore. Donc j'avais pas de remontation très précise. J'adorais la psychologie sociale, tous ces mécanismes auxquels on était confrontés, on était soumis malgré soi. Les expériences de Milgram sur la soumission à l'autorité, etc. Je crois que c'est venu aussi confirmer des choses que j'avais trouvées dans le cinéma et la littérature. Sur la complexité du monde et puis sur finalement le fait que les discours Tefal, je dirais, qui accrochait pas, où tout était propre, il suffisait d'être gentil, propre et d'aller au catéchisme, par exemple, ferait on était dans le droit chemin. Ça marchait pas vraiment. Je sentais ça, encore une fois, dans beaucoup de désillusions. Et voilà, et ça prenait, il y avait quelque chose d'une possibilité de chef d'orchestre de tout ça, quoi. Il y avait quelque chose qui s'organisait grâce aux sciences humaines, de la sociologie, de l'anthropologie, un peu de sciences politiques, de la philo, etc. Je me suis retrouvé à faire un bac scientifique, alors que j'étais pas tellement dans cet esprit-là. Mais parce que j'avais des bons résultats à l'école et que il fallait aller dans scientifique, ça semblait assez évident, voilà. Mais j'ai quand même fait une option théâtre, ce qui m'a permis d'avoir mon bac, parce que sans le théâtre, j'avais tellement commencé à décrocher du lycée que sans le théâtre, je pense que j'allais au rattrapage au moins. Parce que oui, j'ai pratiqué des arts depuis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert cette possibilité-là d'aller apprendre à jouer de la trompette, d'apprendre le solfège et puis surtout apprendre à jouer en groupe, quoi, à travailler avec d'autres instruments, à fonctionner ensemble. Ça a été rapidement un plaisir et puis un repère, une évidence de faire de la musique et puis de chanter, parce que une des traditions du scoutisme, c'est aussi le feu, les chansons, les hurlements, souvent au coin du feu. Je revenais souvent à Faune des week-ends. Et ça y est, je me suis perdu. Pourquoi je parlais des pratiques artistiques ? Non, tu nous disais que finalement, tu t'es plu, alors que c'était pas évident pour toi. Tu t'es plu à la fac de psychologie. Oui, ça me ramène dans le droit chemin. Finalement, est-ce que le projet d'éducateur était encore là après Oui, alors ça ? le projet d'éducateur traînait un peu en fond de tête parce que je m'imaginais vraiment pas être dans un cabinet. Déjà, j'avais pas envie j'étais déjà un peu, je me reconnaissais pas mal dans les théories marxistes que je connaissais pas si bien que ça, mais qui m'attiraient parce qu'elles donnaient un sens au monde. C'est ça, c'est le chef d'orchestre. J'avais l'impression que les sciences humaines venaient organiser ça comme un chef d'orchestre, essayer de faire cohabiter les différents sons, et que finalement on avait un espèce de plan qui se mettait en œuvre avec des mécanismes qui existaient, et du coup ça me faisait un peu sortir de cette vision
où tout m'échappait finalement. Enfin, ce monde était trop complexe, il charriait son lot de souffrance, il charriait son lot d'inégalités, d'injustices, etc. Et tout ça n'avait pas de sens, quoi. Le sens religieux qui m'a été vendu pendant mon enfance ne tenait plus. Pour moi, Dieu était mort, et qu'est-ce qui restait à la place? Comment on allait organiser ça? Et voilà, les sciences humaines sont venues à cet endroit-là. Du coup, j'ai eu envie de continuer. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange international encore en licence, alors ce qu'on appelait la licence avant la 3e année. Et j'ai passé un an au Canada, en Canada anglophone, du côté de l'Ontario, et ça a été une année. J'étais à Guelph, exactement à l'ouest de Toronto. D'accord. Tu connais le Moi, j'ai l'Ontario? passé un an à Kingston, donc c'était aussi pas en loin. Ontario. Oui, juste à côté. Ouais, c'était la fac Ouais. d'à côté, une Et ville c'est une universitaire grosse, d'à côté. exactement, Ouais. une grosse université. Et du coup, t'as vu un peu cette Ouais, vie incroyable, à la fois un peu comme dans les films, hein, c'était un peu les États-Unis, avec pour le meilleur et pour le pire, et puis à la fois un autre monde quand même, le Canada, les grands espaces et tout ça. Enfin, on a pu goûter à tout ça dans un milieu hyper pluri. Je sais pas si c'était ton cas aussi, mais il y avait des gens de tous les pays. Tout à fait. On a appris à fonctionner avec des gens du Niger, des Anglais, des Suédois, des Mexicains, etc. Donc ça a été aussi, ça a confirmé cette évidence du monde cosmo quelque chose, enfin pluri au moins. Et puis celui qui m'a accueilli au Canada finalement dans la petite piole universitaire, quand je suis arrivé après un long trajet en voyage quand même, d'avion, de train, etc. Il a ouvert la porte de la chambre qu'on allait partager pendant le trimestre, et il était très grand, il était très noir, et il avait un gros accent j'oublie son pays m'échappe, du Soudan. Il m'a dit Welcome to Canada. Et du coup, c'est devenu mon coturne et mon copain pendant cette année-là. Lui-même était étudiant réfugié, donc je me suis retrouvé à brasser dans une asso d'étudiants réfugiés ontariens, voilà, avec des étudiants qui venaient de différents pays, à me retrouver à la je sais pas comment on appelle ça, congrès national de cette association-là, qui s'appelle le WUSC, d'ailleurs, je me souviens, et finalement à être sur une espèce de pente évidente de la figure du réfugié, de la personne qu'on allait recueillir dans un pays qui n'était pas en guerre, parce que elle avait dû fuir le sien, parce qu'elle y risquait sa vie, quoi. Je savais pas du tout pourquoi. Moi, j'ai pas de migration internationale dans ma famille, dans les générations directes d'au-dessus. J'ai enfin, la lignée paternelle est ancrée dans le territoire de la Haute-Savoie depuis, je sais plus si c'est 13 ou 1400. Des études généalogiques ont été faites pour le grand-père, donc on sait ça. On peut pas faire tellement plus casanier. Et par contre, c'est de l'autre côté que j'ai trouvé un peu des explications dans l'après-coup, et puis surtout sur mon travail de psychothérapie personnelle, sur mon analyse, avec un grand-père alsacien qui a dû fuir son pays fuir son territoire au moment de la guerre pour ne pas être enrôlé, en tout cas c'est ce que racontait le roman familial, ne pas être enrôlé dans l'armée allemande, se retrouver dans le même pays, mais de l'autre côté d'une espèce de frontière transparente, où on parlait pas avec le même accent, et où son accent à lui le faisait être soupçonné d'être à la solde de l'envahisseur, quoi. Voilà, donc quelque chose a circulé à cet endroit-là, je pense, qui a fait que pour moi c'était une évidence de me rapprocher de cette clinique-là qu'on appelle la clinique de l'exil. Et ce sur quoi j'ai fait mon mémoire de maîtrise, donc de 4e année, qui s'appelait Clinique de l'exil. Et j'en suis jamais vraiment sorti, quoi. Et est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? En quoi cette clinique, elle est un peu particulière ou différente, surtout des représentations peut-être que tu avais quand tu disais, pour moi, le psy, c'est celui qui parle pas trop. J'avais des représentations qui me faisaient pas très envie. Ouais. Alors, je suis allé à la fois dans cette pratique-là en travaillant en CADA, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile,
Mais j'ai pas travaillé si longtemps. J'ai surtout travaillé pendant une dizaine d'années dans le même centre d'hébergement et de réinsertion sociale, CHRS, qui accueillait des familles qu'on qualifie en difficulté sociale, en galère, etc., dont un grand nombre avaient des parcours migratoires plus ou moins chaotiques, quoi. Mais c'était pas du tout le cas de toutes les familles. Donc l'entrée n'était pas le fait de venir d'un autre pays, mais d'être dans une situation sociale très très abîmée ici en France, quoi. Et finalement, je crois que je voulais me différencier j'avais pas envie de retourner, j'allais dire, dans le handicap de là d'où avaient travaillé mes parents. Voilà, je me voyais pas, j'avais l'impression d'être dans une pratique qui m'aurait amené, c'est bizarre de dire ça, à trop d'impuissance, un espèce de truc, le handicap est là, on peut, alors qu'on peut faire plein de choses avec des personnes handicapées, bien évidemment, hein, et que il y a plein d'améliorations possibles à bien des égards, mais dans ma représentation, j'avais envie d'aller du côté d'une cause sociale, en fait, que les gens que je rencontrais étaient là où ils étaient pour des raisons sociales, ce qui a été théorisé par entre autres un psychiatre lyonnais qui s'appelle Jean Furtos, qui parle de la souffrance psychique d'origine sociale. Voilà. Et là, effectivement, il y a la question des changements de monde, des migrations régionales, internationales, de classe sociale, etc. pouvaient être là, de mondes divers. Mais je crois que j'ai encore oublié la question et que je suis pas sûr d'y avoir répondu. Non. La première partie de ma question, c'était est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette clinique, elle est un peu différente d'une clinique peut-être avec des autochtones. Oui, voilà. En fait, celle que, entre guillemets, peut-être que tout le monde, je mets des gros guillemets, mais que tout le monde connaît quand on va soi-même chez le psychologue, tu vois, de la représentation qu'on en a quand tu es avec et quand tu travailles avec des personnes qui ont tout quitté, qui ont vécu des choses absolument dramatiques pour certaines ou qui sont dans des situations précaires extrêmement importantes. Tu vois, quel est le soin que tu apportes? Est-ce que cette clinique, comment est-ce que toi quelle est ta vision de cette clinique? Ouais. Alors déjà, je pense qu'en termes d'attrait, il y avait quelque chose dont c'est pas que je sois pas fier, mais qui fait vraiment partie de cette clinique-là, c'est la fascination. Quand je dis que je suis pas fier, c'est que c'est aller au contact de gens qui ont des vécus qui normalement appartiennent au champ de la fiction. On côtoie pas la plupart d'entre nous, quand on vient de milieux relativement protégés ou assez ordinaires, on n'a jamais trop parlé avec des gens qui avaient reçu qui avaient subi des violences extrêmes, qui avaient manié ou subi des armes à feu, etc. Donc il y avait un truc de waouh, qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Qu'est-ce que je vais rencontrer des gens qui ont vécu ça? Un peu côté sensationnel en fait. Ouais, tout à fait, exactement. Et en même temps, c'est dégueulasse, je veux pas trop en entendre parler. Et puis en même temps, j'en suis attiré. Un peu comme on fait avec un bouquin, un polar, qu'on va lire et qu'on va trouver désagréable, puis en même temps qu'on va vouloir finir, et puis retourner dans un prochain polar ou dans un prochain film avec des bandits. Parce que, je sais pas, tous les films qui fleurissent sur le trafic de drogue international, les narcos, etc., c'est absolument sordide. Enfin, il y a absolument rien d'héroïque là-dedans. C'est juste horrible. C'est des psychopathes qui dirigent des organisations dans lesquelles bossent des gamins sans ressources, qui abusent d'eux et les maltraitent, etc. Enfin, c'est horrible. Et pour autant, ça fait énormément de chiffre d'affaires, de divertissement, quoi. Ça marche bien, quoi. Donc, j'étais pas exempt de ça, et il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans. Voilà. Et puis alors c'est une pratique. Moi, j'aime bien la présenter comme un des éléments de la pratique, c'est ce que certains ont appelé la thérapeutique de la reconnaissance. Parce que ce que j'ai retenu de la théorie avant tout et puis des rencontres ensuite, c'est que
les gens qui ont subi des violences extrêmes, ou alors qui se retrouvent dans un circuit de relégation sociale, comme c'est le cas la plupart du temps en France, et parfois ils peuvent se sentir néantisés quasiment, à ne plus exister, et que finalement le premier élément qu'on peut mettre en œuvre, et pour le coup qui n'est pas du tout l'apanage des psychologues, c'est simplement de reconnaître, au sens de connaître à nouveau, de revoir, d'envisager quelqu'un comme un autre être humain qui appartient encore à la communauté humaine. Ça paraît super anodin, parce que quand on rencontre quelqu'un qui a un problème de logement, qui a pas de revenus, qui sait pas encore s'il va pouvoir rester sur le sol français, on imagine que c'est pas son souci premier. Mais finalement, quand on a subi la violence des passeurs, quand on a été agressé physiquement, sexuellement, etc., dans différents pays, quand on a vu ses proches subir des violences aussi autour de soi, se retrouver face à quelqu'un qui nous réaffirme que malgré tout ça, on reste humain et on reste membre de la communauté humaine, c'est le premier soin, il me semble. Ça résout pas tout, loin s'en faut, mais déjà ça redit, on est suffisamment même, toi et moi, contrairement à ce que tu as pu t'imaginer à un moment donné par rapport à ce que tu as subi, parce que c'est ce que racontent les gens qui ont subi des tortures, par exemple, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sentent plus appartenir à cette espèce-là, parce qu'on fait pas subir ça à un humain, c'est pas possible, quoi. Donc si on me fait subir ça, c'est que je n'en fais pas partie, enfin, quelque chose comme ça. Et du coup, redire, on est ensemble, viens. Je te reconnais, je connais ton nom, on a quelque chose à partager, et toi-même, tu vas m'apporter quelque chose. Aussi, on va échanger, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est un des éléments, à mon avis, fondamental de cette clinique-là. Et reconnaître, c'est aussi reconnaître la situation et les conditions de vie des personnes qu'on rencontre dans ce champ-là. Reconnaître que s'ils sont en difficulté, c'est pas juste de leur fait, mais bien parce que la situation aujourd'hui en France, en Europe en général, peut-être même dans le monde, leur est défavorable, leur est fondamentalement défavorable. C'est-à-dire que l'utilisation du bouc émissaire étranger est vraiment florissante aujourd'hui, quoi. Ça fonctionne, ça a une rentabilité politique qui est maximale, quoi. Et du coup, simplement dire aux gens, parce qu'en parallèle à cette instrumentalisation politicienne de la question des étrangers de manière générale, on est dans ce que certains auteurs en psychosocial appellent la norme d'internalité, c'est-à-dire ce qui nous arrive est dû à nous. Et non pas à l'extérieur. La minimisation de ce qu'en sociologie on appelle les déterminismes sociaux, quoi. Ce qui permet de dire aux puissants, si je suis puissant, si je suis riche, aujourd'hui beau, fort, intelligent et modeste, c'est grâce à moi, je ne le dois qu'à moi-même. C'est d'ailleurs le discours de notre président de la République, de dire qu'il suffit si on veut, on peut. Enfin, ça fait des années, voire des décennies qu'on entend ce discours-là, au point que on s'attribue ce qui nous arrive. Alors quand c'est positif et qu'on est sur le sommet du panier, c'est super. Narcissiquement, ça fait du bien. Quand on est en dessous, c'est du sel sur les plaies, parce qu'on est déjà dans la galère, on est déjà indésirable, indésiré. Et en plus, le discours ambiant, l'air du temps, nous affirme que c'est dû à nous. Donc rappeler aux personnes qui sont dans ces situations que y a un contexte qui leur est défavorable, que ce n'est pas une raison uniquement interne, uniquement personnelle, je crois que ça fait déjà un peu de bien. Voilà. Ouais. C'est quoi la situation aujourd'hui pour une personne qui arrive en France exilée? Toi, tu vois quoi? Du soupçon, énormément de soupçons. Sachant que un des phénomènes qu'on observe quand on est victime de violence de manière générale, ou quand on est victime en tout court, c'est de souvent s'attribuer la cause et d'avoir honte de ce qu'on a vécu. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément, par exemple, on en entend plus parler aujourd'hui, heureusement, des violences sexuelles, et on se rend compte à quel point énormément de ces violences sont tues. Parce que oser avouer qu'on a subi une violence, qui plus est sexuelle, c'est déjà s'exposer à un regard sur une éventuelle faiblesse, et il y a quelque chose en soi qui nous pousse à se dire oui, est-ce que je suis pas responsable? D'ailleurs, ça a été le discours qui a été tenu aux femmes en particulier pendant longtemps sur quand même elles l'ont cherché, etc.
Donc, oser dire qu'on a subi quelque chose, c'est déjà un effort considérable. C'est déjà un premier pas vers pouvoir se reconstruire après les violences. Et donc, soupçonner la personne qui vient se plaindre d'une violence qu'il a subie, c'est vraiment appuyer là où ça fait mal, quoi. C'est vraiment mettre du sel dessus, quoi. Donc, ce soupçon-là, il est partout. Et il est dans le processus même d'attribution d'un statut. En fait, depuis 1951, la France a été signataire de la Convention de Genève avec beaucoup d'autres pays, convention qui octroie des statuts de réfugiés. On sortait en 1951 de la Deuxième Guerre mondiale, de la solution finale, de la Shoah, de toutes ces horreurs industrielles. Un renouveau démocratique, humaniste a fait qu'un certain nombre de pays se sont dit, désormais, quand quelqu'un sera persécuté pour un certain nombre de raisons, je crois qu'il y en a 5 ou 6, il aura le droit de demander d'être protégé dans les pays signataires de la dite convention. Donc ça, pendant des années, pendant quelques décennies, ça a fonctionné sur une figure du réfugié à protéger. Je pense alors j'en ai une image un peu sans doute d'Épinal, mais les réfugiés sud-américains qui fuyaient les dictatures à Pinochet et autres, ce qu'on appelait les boat people, les gens qui venaient dans le sillage de la guerre du Vietnam. Était accueilli comme quelqu'un qui avait besoin de refuge et qui venait prendre place ici et qu'on protégeait parce qu'on était un pays en paix et qu'on était signataire de ça et qu'on avait des valeurs, qu'on était le pays de la déclaration des droits de l'homme. Pas forcément de son application, mais de la déclaration tout au moins. On est passé dans les années 90 à la création du statut de demandeur d'asile où maintenant il y a tout un processus pour prouver qu'on est digne du statut de réfugié. La migration n'existant officiellement plus en France depuis les années 70, en tout cas l'immigration générale, la demande d'asile est devenue une des seules portes d'entrée migratoires en France. D'où le fait que y a énormément c'est une des seules façons d'être accepté ici, c'est de demander ce titre-là, ce qui fait qu'il y a un tri qui s'opère, qui passe par un organisme qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Un processus qui est très critiqué par la plupart des observateurs qui se penchent un peu dessus, mais au cours duquel il est question de prouver à quel point on a suffisamment subi de persécution pour pouvoir justifier d'obtenir le statut de réfugié politique. Donc tout ce processus-là, il est extrêmement malmenant en fait, en soi. Alors je sais pas quoi faire du fait qu'il y a un processus en lui-même. Dans un monde idéal, on pourrait dire, tous les gens qui passent la frontière sont accueillis. Accueillir quelqu'un, lui trouver une place et accueillir ses difficultés et ses forces, c'est un processus, ça prend du temps, c'est pas simple. Donc cette idée de l'ouverture complète me semble aussi du côté de l'illusion. Et en même temps, demander à quelqu'un la couleur de l'uniforme des personnes qui l'ont violée quand elle était encore au pays me semble un tout petit peu problématique sur un point de vue de la déontologie de nos pays des droits de l'homme, quoi. Voilà, donc j'ai pas de solution entre les deux, mais tout ça fait régner. Alors le processus en lui-même demande la justification. La fermeture de la forteresse Europe fait poser un regard de resquilleurs, d'envahisseurs potentiels sur chaque personne qui arrive dans notre pays. Et l'instrumentalisation politique qui, encore une fois, est florissante, quoi. Enfin, la dernière campagne présidentielle s'est faite que là-dessus, alors que c'est un sujet important, qui vient de quoi va être composée la population de notre pays, etc. C'est un sujet, mais c'est loin d'être le principal. Quand on voit, par exemple, les inégalités qui explosent à tout point de vue, ce sujet-là n'est pas tellement abordé par rapport à, évidemment. Enfin, je dis des choses un peu évidentes, mais je trouve que c'est important de mettre les deux en balance parce que tant qu'on parle des camps de Rome qui représentent quelques dizaines de milliers de personnes qui sont vraiment la plaie de nos villes et la catastrophe à évacuer, etc. On parle moins des accointances entre les dirigeants et par exemple les gros intérêts financiers pour aller rapidement, quoi. Donc il y a vraiment un rôle essentiel
qui est donné. Je pense que la figure du migrant aujourd'hui a une fonction centrale dans nos sociétés de détestation collective. C'est vraiment je sais plus comment ça s'appelle dans 84 de Orwell, dans 1984. Il y a le moment de la haine, la minute de la haine, il me semble. Voilà, là on a une figure, détestons-les cordialement. Regardez, ils sont différents, ils viennent nous envahir, et en plus, ce sont des musulmans, tous, sans aucune. Voilà. Donc on a cette figure-là. Ça marche bien, ça marche bien, ça concentre. Et puis par ailleurs, ces mêmes populations sont surexploitées dans un certain nombre d'entreprises qui par ailleurs sont florissantes, qui viennent livrer les repas pour nous éviter de nous déplacer de nos canapés, etc. Enfin voilà. Donc il y a une double fonction à la figure de l'étranger aujourd'hui, et ça a des effets forcément sur les personnes. Sur effectivement ce soupçon et cette douleur dont je parlais tout à l'heure, et puis cette relégation sociale et cette impossibilité, cette grosse difficulté à pouvoir faire fructifier tout ce avec quoi il ou elle arrive d'ailleurs, quoi. Donc il y a vraiment du dégât de fait chez les gens. Oui, parce qu'en plus d'un côté, pardon, je t'ai coupé, ils ont vécu des choses atroces en partant. Et ils arrivent où on peut se dire, bon, c'est quand même moins violent et c'est plus cool que ce qu'ils ont vécu, mais après c'est une autre forme de violence. Oui, voilà. Donc, tu as une espèce de compressoire des deux côtés qui... je ne sais pas avec quelle problématique ils viennent quand ils viennent ici. Est-ce que c'est plutôt leur passé ou est-ce que c'est ce qu'ils vivent dans le présent qu'ils portent c'est peut-être là-dessus qu'on peut enchaîner, en fait, parce que là, tu nous reçois donc au sein du local de l'association Le Caméléon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association et puis justement nous dire ce que vous y faites au quotidien, quelles sont les problématiques que vous voyez? Oui, alors le Caméléon, c'est une petite association qui a été créée en 2012 par des collègues et amis qui étaient psychologues et psychomotriciennes, ils étaient 4, devant le constat que les gens qui arrivaient dans les circuits de la migration contemporaine, on va dire, avaient souvent des raisons d'aller mal au niveau de leur santé mentale, et pour autant n'avaient peu accès aux soins. Alors d'une part parce que le système de santé s'effondre, en santé mentale en particulier, et puis d'autre part parce que il y a un certain nombre d'ajustements qui sont nécessaires, ne serait-ce que pouvoir permettre aux gens de parler dans leur langue, si on fait un travail autour de la parole, qui n'est pas forcément fait ou faisable par le soin de droit commun. Et puis par ailleurs, des dispositifs un peu particuliers pouvaient être tentés pour soulager ces souffrances-là qui n'étaient pas offertes ailleurs. Aujourd'hui, le Caméléon, c'est, alors je pense que c'est une centaine de personnes qui est rencontrées chaque année. On a des dispositifs individuels de suivi avec des psychologues, un peu comme dans les films, comme en thérapie, sauf qu'il y a un interprète. Au téléphone ou en vrai si possible, ou pas d'interprète quand les gens sont suffisamment francophones ou anglophones pour un certain nombre de thérapeutes. Des dispositifs de groupe avec alors sur les dispositifs individuels, il y a également du suivi psychocorporel parce que on se rend compte que les souffrances viennent s'inscrire dans le corps. Aussi, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans la clinique dite de l'exil, c'est des personnes qui ont mal à des endroits, vraiment mal, mais dont finalement dont les douleurs passent sous les radars de la médecine. On trouve pas de raison, on comprend pas à quel endroit ça souffre, etc. Donc les collègues psychomotriciens et motriciennes essayent d'inventer des dispositifs individuels et groupaux pour permettre aux gens de se réinvestir un peu ce corps qui a été quand même l'objet, le réceptacle de pas mal de douleurs, parfois, évidemment pas. C'est difficile de généraliser. Tout à l'heure, tu disais comment ils sont, etc. Et forcément, c'est une logique de le penser comme ça. Mais il y a tellement de parcours migratoires différents entre quelqu'un qui fuit la guerre en Syrie, quelqu'un qui fuit la guerre en Ukraine, quelqu'un qui fuit tout un tas de choses, pas la guerre vraiment, mais en Guinée, quelqu'un qui est passé
passé par la Libye, qui a été vendu comme esclave, ou quelqu'un qui a réussi à prendre un avion ou un transport relativement safe pour arriver jusque-là. C'est très, très, très variable. Parce que dans ce qui fait que les gens vont mal, il y a effectivement ce qui s'est passé au pays, les persécutions qui ont été subies, l'arbitraire qui souvent règne, qui nous est souvent rapporté, c'est-à-dire l'incertitude de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce qu'il va y avoir des hommes en uniforme qui vont venir ou pas, et pour quelle raison on va être en prison ou pas, ou assassiné, enfin voilà, c'est arbitraire, ou alors on va avoir nos biens confisqués, enfin, voilà. Il y a le trajet qui provoque beaucoup de dégâts aussi, ces trajets qui sont bien documentés aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de reportages qui sont faits dessus, avec un business important en cours de route et énormément de maltraitance. Et puis des pays qui sont des partenaires de l'Europe, comme la Libye, qui organisent réellement un nouveau trafic d'humains, avec du vrai esclavage, avec des marchés aux esclaves, etc. Et pour autant, le fait pas directement avec les subsides européens, j'imagine, c'est pas direct, mais n'empêche que c'est officiellement le partenaire de nos pays à qui on demande de faire rempart et de garder tous ces indésirables dans leurs frontières pour ne pas qu'ils traversent et qu'ils viennent pas mourir en Méditerranée si possible. Voilà. Et puis après, il y a une fois arrivé ici, il y a les conditions d'arriver ici, donc cette suspicion, cette incertitude administrative. On peut rester des années vraiment sans avoir accès à des papiers, c'est-à-dire une légalité, une légitimité d'être sur le sol, tout en travaillant, tout en payant des impôts, tout en ayant ses enfants scolarisés, tout en apprenant la langue française, etc. On peut se retrouver des années sans droit au séjour, en fait, sans légitimité. Donc ça, c'est une épée de Damoclès, parce que tu peux repartir aussi ça, en fait. Alors, oui et non, parce qu'il y a des expulsions, mais globalement, elles sont petites, elles sont très médiatisées et elles sont toujours, elles font l'objet de grosses oppositions de la part des associations. Mais finalement, par rapport au nombre de personnes, c'est pas beaucoup, parce que ça coûte très cher d'expulser quelqu'un. Ça demande du personnel, ça demande des billets d'avion, aller-retour, retour juste pour les policiers. Et encore plus s'ils paient des impôts, qu'ils consomment, qu'ils paient de la TVA. Bah oui, je me demande ce que deviendrait Uber Eats si on récupérait toutes les personnes sans papier, par exemple. Est-ce qu'on continuerait à avoir nos bobounes sans bouger de notre canapé ou pas, sans parler du bâtiment, etc. D'autant plus c'est une économie qui est, je sais pas s'il y a un terme pour la nommer, mais elle est souterraine, elle est inconnue. Les chiffres sont que des estimations, mais apparemment les chiffres qu'on a, moi je suis vraiment pas spécialiste de ça, mais ils sont conséquents, quoi. Donc oui, les gens restent la plupart du temps. Et c'est quoi les enjeux pour ces personnes-là qui restent et qui restent longtemps, d'acculturation, tu vois, aujourd'hui? Comment est-ce que tu t'intègres? Et là encore, je fais une grosse généralité parce que j'imagine bien que ça dépend de chaque parcours et de chacun. Mais quand même, j'imagine que tu as des enjeux, surtout en France, où je sais pas, on a quand même des attentes que tout le monde apprenne la même chose, soit un petit peu dans un moule commun, si je puis dire. La différence individuelle est pas prioritaire. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, non, on est alors, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est le modèle assimilationniste, oui. Où finalement, c'est le modèle républicain depuis la Révolution française. J'espère que je fais pas trop de raccourcis historiques, mais où l'idée, c'est je ne veux voir aucune tête dépassée, tout le monde a les mêmes droits, mais personne n'est spécifique, quoi. Ce qui est en train de voler en éclats pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais qui est en train de se teinter de plus en plus du modèle anglo-saxon multiculturel, avec les différentes communautés qui coexistent les unes à côté des autres, etc. Mais en tout cas, on continue à porter sur les personnes qui arrivent d'ailleurs cette injonction très franco-française de se fondre. Les gens sont sommés de se fondre dans la masse. Et du coup, pour l'individu, il y a je dirais qu'il y a une tension intérieure avec laquelle il faut composer pour à la fois rendre le projet migratoire valide, en trouvant une place ici, éventuellement en se réinstallant financièrement, en permettant à ses enfants de suivre une formation, etc. Et en même temps, ne pas complètement oublier, ne pas s'amputer de ce qu'on était avant, quoi.
Ça se retrouve par exemple dans ce qui est dit aux parents nouvellement arrivés en France quant à l'usage de leur langue d'origine auprès de leurs enfants. Il n'y a pas si longtemps, et je pense que malheureusement ça se dit encore à des endroits, certains instituts qui étaient animés de bonnes intentions vis-à-vis de l'apprentissage du français pouvaient dire à des parents: ne parlez pas la langue d'origine à votre enfant. Alors que là c'est très très documenté par énormément de travaux de recherche. Un enfant va d'autant mieux apprendre la langue du pays d'accueil qu'il est bien installé dans la langue maternelle et paternelle, enfin dans les langues de son cercle premier, quoi. Donc on a encore une tendance à exiger d'oublier un peu, à laisser je crois, je dirais comme ça, que l'injonction qui est faite ici, c'est ce qui se passe de l'autre côté de la frontière reste de l'autre côté de la frontière. Ce qui est assez éloquent, c'est que je trouve, c'est qu'il n'existe pas vraiment de dispositif d'accompagnement de cette transition. On a des dispositifs d'accompagnement à la transition qui existent. Quand malheureusement on devient malade, on peut être suivi, accompagné pour entrer dans une identité de malade chronique, je pense, par exemple. Quand on devient parent, ce qui est une autre forme de maladie chronique, mais qui est bien installée, il y a des dispositifs pour accompagner les parents. C'est pas simple, ça fait une crise identitaire, on sait pas trop où on est obligé de renoncer à des choses, on se transforme. Par contre, quand on change de pays, quand on change de langue, quand on change de religion, quand on change d'habitude alimentaire, quand on régresse socialement, etc., il n'y a pas vraiment de dispositif de dire, bon, dans un monde idéal, dans une France idéale, j'imagine un endroit où on pourrait dire aux gens, voilà, vous arrivez d'ailleurs, vous êtes parti pour telle raison, vous êtes validé ou pas ici, mais en tout cas, vous avez vocation à rester dans tous les cas. On sait que c'est pas simple. Par défaut, on va se dire c'est pas simple. C'est une épreuve, quoi. Tout ce que vous avez à changer. Plus, qu'est-ce qui va se passer dans le champ familial, par exemple, entre des enfants qui deviennent des petits étrangers pour des parents, qui se mettent à moins bien parler notre langue à nous. Imaginons-nous chacun d'avoir des parents qui parlent mieux anglais, chinois, bambara que français, quoi. Comment on fait pour se retrouver, des frères et sœurs qui, quand ils font des conneries, ils communiquent dans la langue du pays d'accueil pour que les parents comprennent pas, etc. Ça, c'est le côté sympathique, mais voilà, il y a quelque chose de fondamental qui change. Il y a une rupture générationnelle dont beaucoup d'auteurs parlent d'ailleurs, dans la littérature, dans les films, etc. Donc tout ça fait partie de l'épreuve migratoire. Donc je disais qu'il n'est pas accompagné, donc j'imaginerais un endroit où on dit voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous, où est-ce que vous en êtes familialement, individuellement, oui, comment vous faites pour rester en lien avec ce que vous avez été, ce qu'on vous a transmis, parce que l'héritage et l'injonction à être un maillon de la chaîne, on l'a tous. En fait, on est tous des héritiers de quelque chose. On arrive tous dans notre préhistoire. On a déjà énormément d'injonctions, quoi. Et quand on change de pays, on les a aussi, sauf qu'on les emmène avec soi et qu'elles n'ont plus la bonne couleur dans le nouveau pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Pour ceux d'entre nous qui sommes allés creuser un peu nos héritages et comment on arrive à faire coïncider notre vie actuelle et ce qu'on nous a demandé d'être, plus ou moins inconsciemment d'ailleurs, on se rend compte que c'est pas simple, ça s'appelle la névrose et ça prend beaucoup beaucoup de temps à essayer de s'y sentir un peu libre. Là c'est encore plus complexe forcément quand cet héritage-là il vient de l'autre bout de la planète, quoi. Ah mais tu vois, c'est marrant parce que moi j'ai vécu une expatriation, alors dans un pays ami, francophone en plus, mais avec un papa qui était chef d'entreprise. Déjà c'est compliqué, mais là la situation que tu nous décris, c'est tu vis ça pour des pays potentiellement en guerre, des personnes qui ont vécu des souffrances, etc., qui arrivent, qui n'ont pas forcément un rond. Donc ça rajoute encore une couche de complexité, de difficulté. Donc ma question c'est que vous, quand vous les accompagnez, vous accompagnez comment en fait ? Tu as un traducteur, je crois, qui vient. Alors comment ça se passe le travail à trois ? Parce que là c'est un vrai travail à plusieurs. Ouais. Oui, alors le dispositif de psychothérapie, il est finalement assez classique. Je parle de psychothérapie par les psychologues, par la parole. Après, il y a la spécificité du psychocorporel dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais si on parle de l'interprète, alors déjà, ça fait renoncer à une forme de toute puissance de la part du psy parce que c'est plus nous qui avons les cartes en main complètement, parce qu'on a un partenaire qui parfois peut être un rival. Parce que lui, il a une connivence avec notre patient que nous, on n'a pas. Parfois, on les voit parler entre eux.
et puis deux personnes qui parlent entre eux une langue qu'on ne comprend pas, ça a un gros potentiel persécutoire. Ça marche assez régulièrement, hein, dans un tram. Si vous voyez deux personnes qui vous regardent en se marrant, en parlant une autre langue, vous allez interpréter très probablement qu'ils sont en train de se foutre de vous, quoi. Et ça va faire naître une colère éventuellement, etc. Donc là, on vit ça tout le temps avec des gens en connivence qui se parlent entre eux. Un interprète à qui on remet les clés en disant voilà ce que j'ai voulu dire à la personne, à toi de le transmettre. Mais parfois, on dit une phrase et lui, il en fait 8. Donc, on se demande un peu si ce qui a été traduit, s'il a été fidèle, etc. Donc, pas du tout évident. Dans un exercice qui est... tu parlais de l'importance des mots. Le travail de psychologue, à mon avis, ou de santé mentale, c'est pouvoir entendre, mais aussi dire, pour essayer de dire le plus justement possible ce qu'on veut dire. C'est en ça qu'il se rapproche du travail d'écriture, d'ailleurs, je trouve, essayer d'être précis. Et ben là, ça nous échappe parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, a fortiori si on utilise une métaphore ou une expression idiomatique, comment en bambara ou en arabe on va traduire l'union fait la force ou je sais pas quoi. Voilà, ça va pouvoir se transformer. Par contre, l'interprète devient un partenaire très très privilégié parce que lui, il va incarner potentiellement le métis, c'est-à-dire celui qui est un peu d'ici, puisqu'il parle très bien la langue d'ici, qui vit en général depuis un certain temps en France, et puis qui est de là-bas. Qui vient de là-bas, qu'il a été, etc. Quand même, c'est un autre là-bas parce que, typiquement, je pense à notre interprète en arabe ici est d'origine algérienne. Donc, quand on bosse avec des Syriens, il connaît pas la Syrie, mais à force de fréquenter des Syriens, il commence à connaître la Syrie, à force d'être interprète pour des Syriens. Et puis, il y a cette communauté arabophone qui est là, etc. Donc, ou même les Soudanais qui peuvent être aussi arabophones. Donc, voilà. Donc il y a quelque chose d'un pilier. Pour moi, c'est un pilier de la consultation, l'interprète, parce qu'il peut vraiment incarner ce que le patient a envie de devenir, c'est-à-dire d'être toujours de là-bas, en espérant qu'il n'ait pas trop à s'amputer de ce qu'il a été, et en devenant d'ici, quoi. Mais c'est plein de quiproquos, plein de malentendus, voilà. Et comment toi tu te prémunis du biais culturel ou culturaliste, enfin en tout cas parce que c'est vrai que on a des représentations pour certaines choses et de la vie quotidienne, je pense, qui peuvent être très très éloignées de ce que le même mot, la même expression ou la même situation peut vouloir dire pour quelqu'un d'une culture différente. Est-ce que tu es formé à ça? Tu vois, quelle est la connaissance que tu as, puisque j'imagine que tu travailles avec tellement de cultures différentes? Ouais, alors c'est un peu Alors, il y a des grands débats en interne dans le monde de psy sur ces questions-là, avec des courants qui se sont développés, qu'on a appelé ethno-psychanalyse, ethno-psychiatrie, etc. Donc, je pense que cette différence, elle est là, et on peut lui accorder une importance plus ou moins forte. Ces courants-là lui accordent une grande importance. Alors je vais dire pour moi et peut-être mes collègues, mais j'ai du mal à parler à leur place là-dessus. En ce qui me concerne, j'essaye de m'imaginer en situation d'être face à un étranger avec tout un chacun. C'est-à-dire que j'essaie de pas être tellement différent que si je recevais quelqu'un qui avait grandi dans la même commune que moi ou qui vivait dans mon quartier depuis toujours. Parce que lui aussi aura changé de monde à des moments ou à un autre, aura vécu des processus migratoires autres, aura des questions identitaires variées, aura quelque chose à voir avec son héritage, etc. Donc c'est ma manière d'accueillir finalement des personnes qui viennent d'ailleurs comme s'ils étaient d'ici. Le travers, c'est que ça minimise parfois peut-être un peu l'importance de leur référentiel. L'avantage, c'est que ça les enferme pas dans une appartenance culturelle qui pour moi est extrêmement difficile à définir. Le mot culture est un piège. Je crois vraiment parce que ça
disons que ça a un intérêt à l'échelle groupe. Pour des approches comme l'anthropologie ou la sociologie, ça a du sens, la culture, parce que ça serait un dénominateur commun suffisant entre un nombre de personnes conséquent. À l'échelle individuelle, il n'y a que des réappropriations de transmission et de bains culturels. Et chacun, on est tous à minimum au croisement de 2 lignées, quoi. Structurellement, enfin, au niveau des gamètes, quoi. Oui. Voilà, a priori. Donc, on est tous interculturels dans notre structure. Alors, évidemment, je suis pas en train de balayer le fait que de venir d'un père qui vient de Bamako et une mère de Shanghai, ça va être pareil que quelqu'un qui vient de Grenoble et de Lyon. Quoique, parfois, mais n'empêche qu'il y a ce truc-là, ce croisement-là. Donc, à l'échelle individuelle, enfin, ce qui s'entend à l'échelle du groupe, ce qui s'applique et ce qui est intéressant, hein, l'anthropologie, etc., bien sûr, et ben, à l'échelle individuelle, c'est très piégeux parce qu'on peut rapidement être dans du plaquage en disant, bah, vous, les peuls, vous fonctionnez comme ça. Et peut-être qu'on va tomber sur quelqu'un qui fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Qui, au contraire, s'est construit dans le refus de la tradition peul, ou alors qui se l'est surapproprié, et du coup, etc. Ou alors on n'aura rien compris parce que l'anthropologue qui nous aura raconté ça avait des données qui datent d'il y a longtemps et ça a changé. Est-ce qu'il va être peul des villes ou peul des champs, de tel coin, de tel pays? Parce qu'en plus, si on prend l'exemple des peuls, c'est sur plusieurs pays, etc. Enfin, donc c'est très, très délicat d'attribuer une réalité culturelle à quelqu'un. Et que le plus simple, c'est de l'entendre, à mon avis, de sa bouche, à lui ou à elle, tout en sachant qu'on risque de minimiser cet aspect-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi au quotidien ? Alors, je travaille aussi avec beaucoup d'équipes en analyse de la pratique, en supervision, c'est-à-dire des accompagnements des pratiques de la crèche à l'EHPAD en passant par des stands d'addictologie, etc. Et finalement, je me retrouve un point commun avec ces équipes-là qui très souvent disent c'est pas la pratique auprès des gens, c'est pas la clinique de l'addiction, ni le vieillissement, ni etc. qui nous sont difficiles. C'est le délabrement des institutions. C'est la difficulté à fonctionner avec des injonctions paradoxales, etc. C'est plus des éléments de contexte. Alors peut-être c'est un refuge de dire ça. Parce que ça évite de dire que parfois, ce qui nous saoule, ce qui nous fatigue, ce qui nous fait du mal, c'est aussi ce que nous disent et nous apportent les gens avec lesquels on travaille. Mais n'empêche que là, je reviens à moi, ce qui m'est vraiment difficile, c'est moins d'accueillir Alors c'est difficile d'accueillir un récit de violence qui viennent d'ailleurs ou d'ici. Enfin, j'aime pas ça. Enfin, ce que j'aime, c'est pouvoir essayer de le soulager un peu, sachant que je le soulagerai pas assez, mais que déjà, voilà. Mais ce qui m'est le plus difficile, c'est de voir que les mauvaises nouvelles ne font que pleuvoir pour ces populations-là. Et la vision de l'avenir n'est que pessimiste pour moi. C'est-à-dire que l'usage de l'étranger comme bouc émissaire et le raffermissement de la forteresse Europe, je vois pas pourquoi ça va diminuer en fait. Ça marche trop bien. C'est trop utile d'avoir ces objets-là de détestation. Et puis, le monde se recroqueville dans différents coins. Et alors, je suis pas du tout calé là-dedans, mais j'imagine pas de grands mouvements qui va faire que on va respirer, on va se réouvrir les uns aux autres, on va réimaginer de la circulation des humains dans des bonnes conditions, etc., etc. Donc et très concrètement, c'est le patient qu'il faut accompagner à renoncer avant plusieurs années à accueillir sa femme ou sa fille ici alors qu'il l'essaie en danger en Afghanistan ou ailleurs. Et ça va falloir accepter ça. Il va falloir accueillir et soutenir quelque chose d'un processus de renoncement de sa part. Quand tu dis accepter, c'est toi, tu vas devoir accepter ça, de lui faire passer, de lui faire comprendre qu'il en a au moins pour plus de temps pour les faire venir. Ouais, alors c'est pas moi qui vais insister là-dessus, oui. Mais par contre, lui va devoir se manger ça.
pour le dire comme ça. Et moi, je vais rien pouvoir faire d'autre que le dire, bah oui, c'est vrai, c'est dégueulasse, c'est horrible. Vous êtes dans une situation pourrie et vos enfants sont en danger. Ce qui évidemment me fera penser à mes enfants à moi, qui eux sont en sécurité. Ben on pourra rien faire. Ou alors cette personne, pour aller dans un peu moins dramatique, qui récemment j'ai eu un patient, il avait rendez-vous à la préfecture et qui vient d'Afghanistan. Et il est ce qu'on appelle dubliné, parce que des accords de Dublin ont mené au fait que, des accords signés à Dublin, des accords européens, ont mené au fait que le pays d'entrée dans l'espace Schengen est celui où les gens doivent faire leur demande d'asile et donc être renvoyés pour instruire leur demande d'asile. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont renvoyés en Italie, par exemple, ou dans les pays les plus fréquents pour entrer. Et là, ce monsieur, en l'occurrence, il avait reçu une invitation, une obligation de retourner en Croatie, pays par lequel, le premier pays où il avait donné ses empreintes, en fait. Il voulait pas du tout aller en Croatie, c'était pas du tout son projet, mais il était convoqué à la préfecture dans une visite régulière, en fait. Et je savais pas si on se reverrait ou s'il partait en Croatie. Dans la foulée, s'il y avait deux hommes en uniforme qui allaient l'emmener au CRA, au centre de rétention administrative, depuis sa visite anodine à la préfecture, quoi. Ça, c'est dur pour moi. C'est vraiment dur parce que c'est l'arbitraire, quoi. C'est l'arbitraire, c'est l'injustice, c'est l'incertitude. Et quel que soit son projet, quelles que soient ses qualités, quelle que soit son envie d'être là, de pas être là, qui que ce soit, c'est pas, on n'est pas sur une logique de mérite ou de quoi que ce soit. J'ai déjà employé le mot arbitraire, mais on a de plus en plus les observateurs, les gens qui travaillent dans ce champ-là, on a de plus en plus l'impression d'arbitraire sur les octrois de statut de demandeurs d'asile, sur les reconduites à la frontière éventuellement, sur le refus du titre de séjour qui permet de enfin souffler et d'avoir ce droit de travailler, quoi. Connaître des gens qui travaillent un peu, mais dont ce qui les met en danger. Ça, c'est aussi c'est un des trucs qui m'avait choqué au début où je fréquentais ce milieu-là, c'est que un de mes patients avait dû quitter le foyer où je travaillais parce que il avait été pris en flagrant délit de travailler, quoi. Il en pouvait plus, il tournait en rond dans sa chambre, il devenait dingue. Du coup, le garage du coin, lui, il avait compétences mécano, il avait un peu embauché pour faire un peu des chantiers. Il s'est fait attraper, quoi. Et ça, c'était suffisant pour le faire quitter le foyer, donc pour aller je sais pas où, en fait. Donc ça, c'est beaucoup d'impuissance et donc beaucoup de colère, en fait. Le plus dur, c'est la colère, je crois. Et du coup, comme tu disais que toi, ton regard, il est assez pessimiste vis-à-vis du futur et de la situation. D'où tu tires la motivation à continuer, le sens au quotidien pour garder la petite flamme et te sentir bien dans ta pratique? J'aimerais bien me sentir bien dans ma pratique. Oui, pardon, j'ai fait un présupposé qui peut-être est complètement faux. Non, je trouve que c'est dur de se sentir bien dans ses pratiques. En côtoyant pas mal de gens dans ces milieux-là, on morfle avec les gens, évidemment d'une autre manière, évidemment bien moins, je ne compare pas, mais quoi qu'il existe un phénomène qu'on appelle le traumatisme vicariant, qui est finalement une symptomatologie traumatique qu'on observe chez des personnes qui n'ont pas vécu de traumatisme eux-mêmes et qui ont accompagné des gens traumatisés. Donc il y a vraiment un effet de contamination. Mais voilà, je crois qu'on peut pas être complètement satisfait. Mais alors, ce qui moi m'anime, c'est la possibilité d'y aller quand même, d'essayer. Il y a un côté arc-bouté quand même, parce que c'est pas tout à fait dans l'air du temps, d'aller chercher des sous pour financer les actions, d'aller convaincre quand c'est possible de le faire, d'aller transmettre dans le cadre de formation la réalité de ces cliniques, la réalité de ces personnes, ce que je fais aussi par l'intermédiaire du spectacle dont on parlera peut-être après, mais voilà. Et puis localement, c'est mes collègues.
aussi, c'est-à-dire qu'on est une équipe qui s'entend bien, avec des gens de grande qualité, avec lesquels on a développé des liens très très affectueux en fait, et ça nous tient les uns les autres. On sait pourquoi on est là en fait. On sait pourquoi on se lève le matin globalement quand on vient bosser ici. Et puis oui, ici à l'extérieur, on rencontre aussi. Alors ça, c'est assez génial. C'est le milieu que je connais le mieux, donc j'ai pas beaucoup de références, enfin en tout cas pas aussi précises, mais on rencontre des gens formidables, quoi, dans ce champ-là. Enfin des gens qui y croient, qui sont auprès d'autres, etc. Et ça maintient la flamme, pour reprendre ton expression. Et puis surtout, c'est de voir des gens qui vont un peu moins mal, quoi. Alors ça, c'est voire même qui vont mieux. Et qui des fois nous le disent, enfin, ils nous le disent souvent d'ailleurs, un peu trop à mon avis par rapport à ce qu'on... Il y a toujours ce truc, cet équilibre, on a l'impression de pas donner grand-chose et de recevoir beaucoup de remerciements, etc. Donc ça, c'est un petit dosage qu'on a à faire à l'intérieur chacun. Mais on voit des gens qui se ressaisissent d'eux-mêmes, qui y croient à nouveau, qui font des processus, mettent en place des processus psychiques qui leur permettent de digérer certains éléments qu'ils ont vécus ou de leur situation actuelle et qui leur permet de sortir un peu de leur léthargie, de l'effondrement dans lequel ils étaient, et qui reprennent goût et qui essayent, etc. Donc ça c'est hyper précieux, quoi. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser au petit garçon scout que tu étais. Parce que tu as commencé l'épisode en disant je me suis confrontée très rapidement en fait à l'autre et à des gens qui venaient d'ailleurs. Est-ce que c'était plus facile pour le petit garçon ou pour l'adulte aujourd'hui, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose en nous petits qui finalement fait que l'autre est peut-être plus semblable à nous-mêmes instinctivement ou pas? Sans doute. Alors, je me méfie d'une idée de l'enfance innocente. Ouais. C'est pas ce que tu as dit, hein, mais il y a cet aspect-là, parce que pour le coup, j'aime bien l'expression freudienne qui parle de l'enfant comme un pervers polymorphe. Ce qui vient relativiser nos approches un peu béates qu'on a dans les enfants, dans les nôtres en particulier. Mais en tout cas, quand on est petit, on peut avant que ce soit complètement installé, il me semble, en tout cas c'est peut-être le cas pour un certain nombre d'entre nous, se demander pourquoi on nous dit qu'il faut détester tel ou tel, quoi. Que ça va pas de soi, on comprend pas, on s'entend bien avec tel ou tel. Ah oui, mais bon, lui quand même, il est, tu sais, bon. Ah oui, mais bon, sans que ce soit dit forcément. Enfin, moi j'ai vécu dans un milieu de voilà, petite ville, un peu bourgeoise, d'un racisme ordinaire, quoi. Enfin. L'autre étranger est forcément un peu soupçonneux de quelque chose, a fortiori s'il vient d'un pays des ex-colonies quand même. Ce qui est un retournement historique assez fabuleux de la violence faite par la colonisation et qu'on attribue indirectement finalement aux personnes qui en sont les fruits par le champ migratoire. Voilà, enfin la méfiance à l'égard des descendants est assez contre-intuitive finalement quand on y réfléchit. Donc oui, quand on est petit, peut-être que ça va de soi. Si ça fonctionne avec un autre, on regarde après éventuellement la religion de ses parents ou son prénom ou la couleur de sa peau. Après, s'être rendu compte qu'on arrivait à faire une cabane ensemble, quoi. Effectivement, il y a peut-être un truc comme ça, quoi. Tu t'en as parlé rapidement tout à l'heure, et Lucie le disait en introduction, tu es aussi artiste. Tu parlais de spectacle, mais je crois que tu parles plus volontiers de conférence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais. De l'autre facette, de l'autre Olivier ? C'est un peu un rassemblement des pièces de mon puzzle qui est assez éparse quand même. Ça a été tu disais, Lucie, tout à l'heure comment on fait avec ces réalités-là, et au Caméléon, on a tendance à dire que c'est une clinique abrasive. C'est une clinique qui nous abîme, quoi, nous aussi. Parce qu'effectivement, ça change notre regard sur le monde.
On peut plus. Du coup, ça fait de nous des compagnons de soirée parfois qui sont un peu lourds, quoi. Ils sont pas forcément les meilleurs bouts en train. Et en tout cas, on peut pas sourire aux anges devant l'actualité, quoi. Ça marche pas. Et du coup, il faut trouver d'autres éléments de transformation, un peu nos propres usines de retraitement de nos déchets, je dirais presque. Dont on se rend compte d'ailleurs que nos déchets recueillis dans la pratique, dans le côtoiement de personnes en difficulté, trouvent souvent des échos à nos déchets personnels très intimes qui sont aussi là dans les coins, qui ressortent parfois quand on ne s'y attend pas. Et pour ça, il y a un processus que la psychanalyse appelle la sublimation, de transformation de ça par l'objet artistique. D'ailleurs, l'artistique est au cœur de l'association parce que, alors j'ai pas fini de présenter tout à l'heure, mais on a aussi des groupes à médiation artistique qu'on organise. On utilise la peinture, l'écriture, la chanson, etc. pour s'exprimer, pour aller mieux, etc. Mais aussi dans le nom de l'association, le Caméléon, c'est un hommage à Romain Gary, qui est un auteur qu'on a un certain nombre a bien aimé, et qui disait que la légende veut qu'un caméléon qu'on déplace sur trop de fonds différents finit par exploser. Et Romain Gary, qui a eu une vie trépidante et très faite de bouleversements, se décrit comme le caméléon qui a réussi à ne pas exploser, quoi. Et les fondateurs de l'association ont donc choisi ce nom-là en disant on va modestement essayer de faire en sorte que des caméléons n'explosent pas. Voilà. Donc l'artistique est en écho dans l'association. Et puis donc moi, je me suis retrouvé, quand je travaillais en CADA, avec ces journées, c'est des journées où je fumais beaucoup de cigarettes, parce que je comprenais pas toujours pourquoi, mais j'étais bouillonnant, parce que je côtoyais ces réalités dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, et puis je côtoyais des personnes qui me disaient c'est la dernière fois qu'on se voit parce que je suis débouté de ma demande d'asile, je dois repartir, et je comprenais pas pourquoi. Les personnes m'avaient raconté des trucs qu'ils avaient vécu qui étaient assez dégueulasses. Dans le peu que je connaissais de la Convention de Genève, ils cochaient plusieurs cases, ils auraient dû rester, puis d'un coup on me disait non, ils vont partir, tu les verras plus, etc. Donc c'était beaucoup de deuil à faire et beaucoup d'impuissance, etc. Et c'est là où j'ai commencé à écrire ma première chanson, en fait, en revenant, qui s'appelait Trêve de rêve, d'ailleurs. C'était un peu la fin de quelque chose. J'ai l'impression que ce monde qu'on nous avait vendu dans le scoutisme et au catéchisme et à l'école républicaine, égalité, fraternité, etc., liberté, c'était pas tout à fait vrai dans la vraie vie. Je crois que je suis toujours un éternel déçu de ça et que je le suis encore. Je me rends compte des fois en disant oui, c'est ça le vrai monde. Qu'il a fallu transformer un peu ces déceptions-là. Et qu'on retrouve donc dans ce titre Trêve de rêve. Et puis petit à petit, je me suis mis à faire des formations parce que j'avais envie de transmettre. Alors, former les autres, ça a surtout été pour moi une occasion de me former, c'est-à-dire de mettre des idées en forme. J'ai pas vu former et mettre des idées en forme, mais ça marche. Voilà. D'organiser un peu des pensées, d'aller chercher, d'aller lire, de recoller des morceaux ensemble, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, dans les années 80, fin des années 90, quand j'étais étudiant, on allait manifester à Grenoble quand il y avait un cadre du FN qui venait faire une conférence et que l'info avait circulé dans les réseaux militants et que c'était un scandale qu'un néofasciste ose se pointer dans un espace public, etc. On était à une quinzaine de % dans les urnes. Il y avait le Jean-Marie Le Pen qui vociférait régulièrement, mais voilà, qui restait... voilà. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est cette semaine, mon fils me montrait une vidéo d'une manifestation néofasciste dans les rues de Paris, etc. Donc le ciel s'assombrit, c'est vraiment vraiment beaucoup assombri. On est 89 néofascistes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On ne sait pas ce que vont donner les prochaines présidentielles. Et la loi migration a été décidée par la loi migration qui est votée actuellement par une droite dite républicaine a été inspirée largement par l'extrême droite. Vous connaissez la condition des autres pays d'Europe, etc. Enfin, le ciel s'est vraiment vraiment assombri.
Alors encore une fois, je resitue dans l'histoire, le petit scout en question, il était aussi en Haute-Savoie, il y a eu un haut lieu de résistance, ça s'appelle le plateau des Glières. En Isère, il y a le Vercors, etc. Donc on a été grandi dans cet imaginaire-là des résistants. D'ailleurs, tous les Français étaient résistants, évidemment. Quand tu arrives au plateau des Glières, le premier truc que tu vois, c'est vivre libre ou mourir. Absolument, cimetière de Morette. Et ouais, exactement. Donc c'était une évidence. Enfin, on avait fait une petite erreur dans l'histoire. On avait laissé des fascistes prendre le pouvoir à l'autre côté de l'Europe, mais heureusement, on les avait boutés hors du royaume grâce aux Américains. Et du coup, ça serait fini. On ne connaîtrait plus ça. C'est pas possible, quoi. Et on voit tout ça arriver comme une vague, comme un tsunami qui arrive au loin, dont on sait qu'elle arrive. Il n'y a pas de doute, mais on peut rien faire. On peut rien faire, en fait. Devant un tsunami, on peut rien faire. Et du coup, je suis assez convaincu qu'on peut rien faire. Enfin, je le pense vraiment que tout est un peu dérisoire, malgré tout. C'est là où je rejoins la question de pessimisme. Mais je me suis dit, ce que je raconte dans les formations à des gens plutôt déjà convaincus et puis déjà versés sur ces champs-là, quoique des fois on a des surprises et de plus en plus dans les discours qu'on entend dans les amphis en formation initiale de travailleurs sociaux, d'infirmiers, etc., et j'aimerais bien pouvoir le raconter dans d'autres espaces et par des biais plus ludiques. Du coup, je me suis amusé à essayer d'organiser mon propos de formation. J'ai établi une liste de chansons qui traitaient de ces sujets-là. Et il y en a beaucoup, en fait, dans les standards de la chanson française, de Le Forestier à Brassens, en passant par Michel Sardou, ils sont tant bénis des colonies, les Têtes Raides, Juliette, etc. Et puis j'ai essayé d'assembler tout ça. Je suis allé voir une comédienne que je connaissais, qui a accepté de bosser avec moi la transformation du propos en un texte théâtral. En parallèle, on a monté la playlist des chansons. Entre-temps, il y a eu le Covid, un renouvellement d'équipe, et là m'a rejoint un de mes amis les plus proches, un ami d'enfance, donc ça a doublé le plaisir de prolonger ce travail-là et ce spectacle-là. Et on a créé une nouvelle version d'une conférence-concert qu'on appelait Concérence, qui s'appelle Ne me parlez pas de migration, où c'est un mélange entre de la chanson, un jeu de deux personnages dont l'un est un conférencier que je joue, et puis un autre personnage qui vient l'aider dans sa conférence, mais les deux finissent par s'engueuler, s'engrainer, mélanger leurs affaires personnelles à ce qu'ils racontent, etc., qui viennent tenir un propos sur les questions de migration, d'identité, d'appartenance. Et le projet de ce travail-là, c'était, il y avait une idée d'éducation populaire, hein, même si c'est quand même un peu de danse. Donc, faut aimer quand même les concepts. Et voilà, il y a une dimension parfois peut-être un peu indigeste, voilà. Enfin, digeste, non, c'est un peu dur de dire ça, mais complexe en tout cas. Profonde. Ouais, on peut dire ça. Alors, on peut être très profond en étant simple, et j'ai pas toujours réussi à l'être, je pense. Mais l'idée, c'était de transmettre amener un peu de complexité dans cette simplification mortifère, en fait. Parce que je crois ça serait le mot. On est dans une simplification de ces questions qui a une vocation assez claire de désigner un ennemi, de catalyser la haine, etc. Enfin, voilà. Alors que tout ça est extrêmement complexe, à plein de facettes, à plein d'égards. Et un des enjeux dans l'écriture, parce que le risque, c'était de tomber, le risque qu'on voulait éviter en tout cas, c'était de tomber dans un discours bien pensant. Alors je dis pas que ça l'est pas, hein, mais qui viendrait dire, nous on a compris, on est les gentils. Regardez, vous êtes tous une bande de racistes, etc. Du coup, on a fabriqué des personnages qui étaient eux-mêmes très ambigus sur un certain nombre de points. Mon personnage, par exemple, qui prône l'ouverture, n'accueille aucun migrant sur son canapé parce qu'il y a déjà son chat, et que les migrants sont allergiques, donc c'est bien connu. Il faudrait pas qu'il se chope un œdème de quink en venant dormir sur son canapé. Et puis l'idée, c'était aussi de faire des va-et-vient avec les migrations, les autres formes de migration que le public avait pu vivre. Des migrations personnelles liées, alors je prenais l'exemple tout à l'heure de la parentalité, qui est quand même pas la moindre des migrations, qui transforme un peu son homme et sa femme en autre chose. On n'est plus la même chose qu'avant. C'est pas simplement le temps qui a passé, c'est aussi des fondements identitaires qui ont bougé. On n'est plus au même endroit sur l'échelle
de la transmission quand on devient parent, etc., etc. Et puis des bouleversements géographiques. Il y a eu des migrations géographiques qui ont amené leur lot de transformations chez chacun. Donc on prend ces exemples-là. Et un autre exemple, alors on a monté un deuxième spectacle entre-temps qui s'appelle, avec une autre équipe, donc là on n'est que 3, qui s'appelle D'une rive l'autre. Là, on est en appui sur des textes littéraires et on donne la part belle dans les 2 spectacles, mais en particulier sur le deuxième, à la notion de migration sociale et à la notion de transfuge de classe, qui a particulièrement été bien écrite. Et je sais pas si on doit la maternité du nom à Annie Ernaux, mais c'est une des autrices dont on parle beaucoup sur ces sujets-là. Donc on est aussi sur cette question-là de qu'est-ce qui se passe quand on change de classe sociale. Comment on se transforme, est-ce que c'est pas un grand voyage finalement aussi, et c'est visiblement ce que décrivent pas mal d'auteurs aussi. Donc voilà, c'était dans ce spectacle, on essaye d'amener d'amener de l'émotion en racontant des vraies histoires, de vrais gens rencontrés. Il y a un peu d'humour aussi parce que faut qu'on puisse se lâcher un peu quand même à des moments. Et puis il y a de l'information pour essayer de complexifier et de sortir des chemins trop faciles en fait sur ces sujets. Justement, est-ce que il y a des choses que on peut faire en tant que citoyen, tu vois, même des toutes petites choses, mais qui peuvent déjà changer un petit peu les choses à notre échelle sur ces questions de migration? À l'échelle individuelle. Je pense qu'on a un droit de vote déjà. On peut être un peu vigilant là-dessus. Ça, c'est sûr. On peut être vigilant aussi sur... en général, quand on met sur le devant de la scène cette question-là, c'est un bon indicateur qu'il y a un autre sujet important qui doit sortir du devant de la scène. Donc ça, c'est aussi une responsabilité de citoyen, à mon avis, de penser cette question comme une question politique, vraiment. Je dirais aussi que c'est un registre beaucoup plus intime, c'est en quoi on est chacun un migrant. Quels ont été nos propres changements de monde à chacun d'entre nous, voilà, et quel bouleversement ça a provoqué ou quelle modification, comment on se sent aujourd'hui par rapport à hier, c'est quoi qui définit notre puzzle identitaire, en quoi on est des métis, etc. Ce qui est un chemin vers l'autre finalement en passant par soi, parce qu'à quoi on va s'identifier aux autres. À bien des égards, on est beaucoup plus proche d'une personne qui vient du Pakistan mais qui fait le même métier que nous, que quelqu'un qui est dans une autre classe sociale que nous, mais qui habite à côté, quoi. Donc voilà, comment on est composé chacun. Et puis après, je pense que quand on croise quelqu'un qui arrive dans notre pays depuis pas très longtemps, en tout cas qui est qu'on appellerait aujourd'hui un migrant, avant on appelait un immigré, un réfugié, voilà, on pourrait discuter longtemps des termes employés. Il y a un terme toi que tu préfères ? On emploie beaucoup ici le mot d'exilé, parce que étymologiquement dans l'exil il y a la notion de hors-lieu. En dehors, le ex, et il qui a un rapport avec lieu. Donc, il y a cette idée c'est des personnes qui sont en attente d'être quelque part, quoi. Migrant, c'est arrivé depuis 10 ans, peut-être 20 ans, parce que le mot immigré était aussi très renvoyait aux migrations des années 60, 70, maghrébines en particulier, était très dévalorisé. Il y avait déjà... mais du coup, le mot migrant est devenu aussi très dévalorisé. Et parle aussi d'une situation transitoire avec ce participe présent, c'est ça, ANT. Voilà. Donc exilé, personne venue d'ailleurs. J'aime bien en tout cas qu'on ramène à la personne, se rappeler que c'est parce que c'est moins facile de détester quelqu'un qui nous sert un peu de miroir, en fait, finalement. On peut moins repousser à l'eau quelqu'un qui nous fait penser à nous, à notre enfant, à notre cousin, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le caméléon en tant que citoyen ? Est-ce qu'on a des actions ? Est-ce qu'on a des contributions que l'on peut apporter ? Soutenir ?
Alors pour du côté de Grenoble, on cherche des administrateurs. Le monde associatif a du mal à trouver des administrateurs bénévoles qui sont membres du conseil d'administration pour participer à la gouvernance de l'association, pour aider les salariés, les acteurs du quotidien. Voilà, donc ça c'est un peu local. On peut devenir adhérent de l'association aussi, ce qui est une manière de soutenir. Il y a une possibilité de ça sur notre site internet, asso-le-caméléon.org. Et puis on avait lancé une campagne de dons parce que les finances sont dures à trouver. On est très bien accueillis par nos institutions partenaires, que sont l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes, que sont la métropole grenobloise, etc., la ville de Grenoble. Mais ça suffit pas à faire tourner une association qui reste très modeste. Enfin, on est dans ces locaux-là, vous voyez que c'est pas, on n'est pas dans des palais, quoi. On aimerait bien avoir des meilleures conditions encore d'accueil des personnes. Donc oui, on peut aussi recevoir des dons. Olivier, est-ce que tu as un conseil de lecture ? Alors, sur la question de la clinique de l'exil, il y a un livre qui fait référence pour moi, qui a été écrit par quelqu'un qui est devenu un ami, qui s'appelle Jean-Claude Métro. Ça s'écrit AUX à la fin, qui est un psychiatre suisse, qui a fondé une association qui s'appelle Appartenance en Suisse, qui travaille avec ceux qu'ils appellent les requérants d'asile en Suisse, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle La migration comme métaphore, où il part de cette idée justement qu'on est tous migrants. C'est son postulat de base, pas de la même façon, pas avec des écarts aussi importants que ceux qu'on appelle aujourd'hui les migrants, mais on a tous quelque chose en nous de cette transformation dont j'ai beaucoup parlé. Donc son propos, son travail m'a beaucoup influencé, et je trouve que ce bouquin est vraiment très, très précieux, très riche. Et puis après, du côté de la fiction, là comme ça, je pourrais citer par exemple Eldorado de Laurent Godet, qui a des passages très très forts qui retranscrit des migrations contemporaines alors c'est une fiction mais appuyée sur des témoignages, et c'est assez intéressant et éloquent. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée ensemble, un sujet qui te tient à cœur ? Oui, peut-être un petit complément sur tout à l'heure. Qu'est-ce que vous demandiez ? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'égard des personnes exilées qu'on peut croiser, etc. J'ai parlé tout à l'heure de la reconnaissance de l'autre dans sa spécificité, dans ce qu'il est, dans son parcours. Et en même temps, il y a un travers dans lequel on peut tomber, c'est l'assignation. C'est-à-dire de enfermer, là, vous savez, il existe en droit l'assignation à résidence. On enferme quelqu'un dans son lieu d'habitation. En sociologie, on parle de l'assignation identitaire, où on fait une injonction à quelqu'un de rester dans une identité particulière. Et je crois que les personnes qui arrivent ici sont certes migrantes, peut-être syriennes, peut-être guinéennes, peut-être bengalaises, ou qui viennent du Bangladesh, je sais plus comment on dit, mais elles sont aussi mères, fils, agréables, pénibles, collectionneurs de timbres, musiciennes, etc. On est tous plein de choses. Voilà. On est tous plein de choses, et du coup, c'est aussi une manière c'est ce dosage-là extrêmement difficile à trouver quand on est face à quelqu'un dont on sait qu'il a une spécificité. C'est de pas tomber dans l'exotisme, et en même temps de reconnaître ce qui est une forme de stigmatisation, mais parfois qui peut arriver du côté de la bienveillance, de vouloir permettre à quelqu'un d'être reconnu en tant que tel, de prendre en compte ça, mais réduire. J'ai un enfant une fois dans un foyer où je travaillais que j'ai essayé d'appeler par son prénom en prononçant avec l'accent, donc c'était l'accent portugais, en l'occurrence c'était des Angolais qu'utilisait sa mère, et qui m'a renvoyé dans mes 22 en me disant non mais toi tu prononces mon prénom comme un Français, quoi. Donc il y avait quelque chose comme ça de pas enfermé, il voulait pas être enfermé dans cette identité-là. Donc reconnaissance, ça me semble essentiel, mais assignation, ça peut vraiment avoir des dégâts, quoi.
Et je crois que c'est vraiment une des questions effectivement contemporaines ultra importantes, avec finalement ça vient redéfinir nos rapports à l'appartenance aujourd'hui dans notre village global, etc., etc. Enfin, il y a des mouvements très importants qui se passent autour de ça en chacun de nous et qui se répercutent dans la cité en fait. Donc je crois que c'est une question qu'on ne peut pas éviter en fait. Merci beaucoup Olivier. Merci pour le temps que tu nous as accordé. C'était la deuxième fois qu'on abordait ce sujet sur Tipping Point, le sujet des migrants. On avait reçu la première fois Guillaume Capel de Singa et effectivement on avait eu aussi des échanges hyper intéressants, hyper profonds. Comme tu le disais, on est tous des exilés, on est tous des personnes venues d'ailleurs et donc je crois que c'est très certainement l'un des plus grands défis qui nous attend, c'est celui de vivre ensemble, faire société, se réunir. Heureusement que des associations comme Le Caméléon sont présentes pour pouvoir apaiser, expliquer, accueillir et nous permettre de porter peut-être un regard différent. Et puis aussi de comprendre ce qui se passe. On est en pleine période électorale en ce moment sur les européennes. Tu disais le ciel s'assombrit. Donc comprenons aussi ce qui se passe, comprenons les raisons pour lesquelles on a parfois ces regards un peu durs, un peu violents sur ces personnes que l'on ne connaît pas, mais qui sont nos frères, qui sont nos semblables. Donc merci beaucoup pour cet éclairage, ce temps et bravo et longue vie à Le Caméléon. J'espère que l'appel sera passé, que des administrateurs, des administratrices, des citoyennes, des citoyens, des donateurs seront à l'écoute de cet épisode et sauront te trouver pour faire ce qu'il faut. Merci beaucoup. Moi aussi, je voulais te remercier parce que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre et la première fois en vrai. Et je sais pas, à chaque fois, il y a quelque chose aussi en moi qui se passe et de compréhension à l'intérieur, on va dire. Donc, c'est des petits cailloux sur mon chemin et j'aime ces rencontres-là. Je suis hyper contente qu'on soit venu à Grenoble parce que c'est aussi une ville que j'aime beaucoup et je savais pas que tu avais passé aussi un an en Ontario, donc il y a des petits clins d'œil qui me font plaisir. Donc vraiment beaucoup de gratitude pour ce moment ensemble, Olivier. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!